On va parler aujourd'hui d'une période de l'histoire de France absolument terrible. Une guerre civile d'une violence inouïe qui a bien failli rayer le royaume de la carte. Une guerre où la religion, en fait, a surtout servi de prétexte à des ambitions politiques et à des vengeances sanglantes. C'est la sombre histoire des guerres de religion. La vraie question qui se pose, c'est celle-ci. Comment un royaume qui paraissait si solide a pu s'effondrer comme ça, dans une telle spirale de haine? Pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière, à l'origine de tout ça. Tout commence avec un pouvoir affaibli. Le royaume est un peu comme un navire sans son capitaine, et il va suffire d'un seul grain de sable, d'un seul événement, pour que la tempête se déchaîne. On est en 1559. Le roi Henri II, un souverain puissant, respecté, meurt dans un accident de tournoi. C'est un choc immense. Et d'un coup, le trône est vide, ou presque. Ses fils sont bien trop jeunes, trop fragiles, pour imposer leur autorité. C'est leur mère, Catherine de Médicis, qui se retrouve à devoir piloter le pays en pleine crise. Ce vide du pouvoir, c'est la toute première fissure. Et dans cette France déjà fragilisée, une autre bombe est sur le point d'exploser, une bombe religieuse. Pendant des siècles, le royaume était uni par une seule foi, le catholicisme. Mais voilà que les idées nouvelles de la réforme protestante, venues de gens comme Calvin, se répandent à une vitesse folle. Le pays est en train de se déchirer, de l'intérieur. Et cette division, elle n'est pas juste théorique, elle a deux visages. D'un côté, le duc de Guise, une vraie star pour les catholiques, un héros de guerre. Et de l'autre, l'amiral de Coligny, un grand stratège, le chef des protestants. Ce n'est plus seulement une affaire de religion, ça devient une rivalité entre deux des hommes les plus puissants du royaume. Un petit point de vocabulaire, c'est important pour la suite. Ces protestants français, on leur donne un nom particulier, les Huguenots. Il faut bien retenir ce nom parce que leur histoire va être au cœur de la tragédie qui se prépare. Et puis, l'étincelle met le feu aux poudres. Le duc de Guise, le grand chef catholique, est assassiné. Pour sa famille et ses partisans, c'est une véritable déclaration de guerre. À partir de là, on bascule. La querelle religieuse devient une vendetta, un cycle de vengeance sans fin où chaque meurtre en appelle un autre. On arrive maintenant à l'épisode le plus noir, le plus terrible de cette période. Un événement d'une brutalité telle qu'il a choqué toute l'Europe et a marqué la France au fer rouge. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Comment un roi peut en arriver à ordonner le massacre d'une partie de son peuple? Eh bien, c'est une mécanique infernale. Le jeune roi, Charles IX, commence à bien s'entendre avec le chef protestant, l'amiral Coligny. Pour le clan catholique des Guises, c'est juste inacceptable. Ils sentent que le pouvoir leur échappe. Alors ils vont instiller la peur dans l'esprit du roi, le manipuler, jusqu'à le persuader qu'il doit frapper en premier pour sauver son trône. Et la décision est prise. La nuit de la Saint-Barthélemy, la violence se déchaîne à Paris. Plus de 2000 morts. C'est le nombre de Huguenots massacrés en une seule nuit, juste dans la capitale. On avait marqué leurs portes d'une croix blanche pour les désigner aux tueurs. L'amiral Coligny, bien sûr, est l'une des toutes premières cibles. On le tue, et son corps est jeté par la fenêtre, atterrissant juste au pied du nouveau duc de Guise. La vengeance de la famille de Guise est accomplie de la façon la plus symbolique et la plus brutale qui soit. Et le roi Charles IX dans tout ça? Il ne s'en remettra jamais. Les récits de l'époque disent qu'il est mort 2 ans plus tard, hanté par le souvenir de cette nuit, littéralement rongé par le remords. On pourrait croire qu'après une telle horreur, les choses vont se calmer. Eh bien pas du tout. C'est même le contraire. La guerre entre dans sa phase la plus chaotique, la plus complexe. On l'appelle la guerre des 3 Henri. Le problème change de nature. Le nouveau roi, c'est Henri III, le frère de Charles IX. Et le voilà, le nouveau drame. Il n'a pas d'enfant. Donc la question qui brûle toutes les lèvres, c'est qui va lui succéder? Qui sera le prochain roi? Alors la situation, c'est un vrai casse-tête, avec 3 personnages principaux qui s'appellent Henri. D'abord, on a Henri III, le roi en titre, qui essaie désespérément de garder le contrôle. En face de lui, Henri de Guise, le leader des catholiques, qui veut à tout prix empêcher un protestant de monter sur le trône. Et enfin, Henri de Bourbon, le roi de Navarre, qui est l'héritier légitime. Seul problème, il est protestant. 3 Henri, un seul trône. Le chaos est programmé. À ce jeu-là, Henri de Guise devient incroyablement puissant. Il est tellement populaire à Paris, qui est un bastion catholique, qu'on le surnomme le roi de Paris. Il devient plus influent que le roi lui-même, au point de le forcer à fuir sa propre capitale. C'est une humiliation terrible pour le pouvoir royal. Le roi Henri III est acculé. Il ne voit plus qu'une seule solution, une solution radicale et sanglante. Il attire son rival, Henri de Guise, dans un piège au château de Blois et le fait assassiner par ses gardes. Le problème est réglé, pourrait-on croire. Mais en agissant ainsi, le roi n'a-t-il pas créé un problème encore plus grand?
Cet assassinat, en réalité, c'est le début de la fin pour la dynastie des Valois. Le cycle de la violence, cette fois, va se refermer sur le roi lui-même. Sa mère, Catherine de Médicis, a tout de suite compris le drame qui se jouait. Elle aurait dit à son fils cette phrase célèbre « Ce n'est pas tout de tailler, mon fils, il faut recoudre ». En d'autres termes, tuer ton ennemi n'a rien arrangé, au contraire, ça a aggravé la fracture du pays. Et sa mère avait raison, la vengeance ne se fait pas attendre. Quelques mois plus tard, le roi Henri III, celui qui a commandité l'assassinat de Guise, est à son tour assassiné, poignardé par un moine fanatique. La violence a fini par dévorer la couronne elle-même. C'est la fin de la dynastie des Valois. Mais juste avant de mourir, Henri III a le temps de faire un geste politique immense. Il désigne officiellement son successeur, son cousin, Henri de Bourbon. Oui, le chef des protestants. Dans un dernier souffle, il choisit la légitimité du sang par-dessus la division religieuse. C'est un dernier espoir pour sauver le royaume. Et on s'arrête sur ce suspense incroyable. La voie vers le trône est maintenant libre pour Henri de Bourbon, qui deviendra Henri IV. Mais la question la plus difficile reste posée. Est-ce qu'un roi protestant peut vraiment réussir à réconcilier une France qui reste, au fond, profondément catholique? Ça, c'est une autre histoire.